Donc avec vous, Jacques, la CEDEAO, est-ce qu'on va dire c'est contre toute attente que ces nouvelles mesures sont prises? Non, je pense que il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement là-dessus. Il faut seulement préciser que c'est à marge du sommet de l'Union africaine, donc du côté d'Addis Abeba. Bon, là, c'est acceptable. Ce n'est pas aux États-Unis comme c'était la dernière fois à Washington, à marge du sommet des Nations Unies. Alors, c'est chez nous. Là, c'est chez nous. Et puis, on a profité pour quand même parler de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso. On a constaté, pour ce qui nous concerne, d'après les chefs d'État, qu'il n'y a pas d'évolution sur place et qu'il n'y a pas de dialogue. Parce que c'est peut-être bien de rappeler les dernières résolutions, le dernier niveau où nous étions avant ce sommet. Le dernier niveau, parce que la première résolution qui a été prise, c'était de dire qu'il faut faire en sorte que la transition soit conduite de manière inclusive. Il faut dialoguer avec tout le monde. Et après, le dialogue a été initié ici à Conakry, mais il a été boycotté par ceux qui l'avaient déjà boycotté dès le départ. Première des choses à dire. Après, on va tenir une autre session au cours de laquelle finalement on va proposer à la Guinée, si elle le souhaitait, de venir dialoguer dans un pays de la sous-région. Donc l'idée n'a pas été acceptée. D'ailleurs, Conakry a répondu clairement que ce n'est plus la peine. Une fois qu'on a fini de dialoguer ici à Conakry avec tout le monde, l'idée du dialogue n'est plus possible. Ce qui est possible, c'est de faire venir ceux qui n'ont pas accepté de participer à cette discussion au niveau où on se trouve aujourd'hui dans la mise en œuvre de ce chronogramme de la transition. Il faut déjà dire que le chronogramme sur lequel finalement les discussions de Conakry ont été bâties, c'est le chronogramme accepté avec les techniciens de la CEDEAO en présence du médiateur désigné par l'institution elle-même. Donc aujourd'hui, il faut quand même, au-delà de ce que dit la CEDEAO, questionner, comme nous l'avons fait ici la dernière fois, le travail qui est fait sur place justement pour aller dans les recommandations, pas même les recommandations, mais les engagements pris par le gouvernement de la transition. Parce que c'est de cela il s'agit. Il y a un contexte à tout ça, parce que à la veille de ce sommet, il y a eu manifestation ici à Conakry. Il ne faut pas occulter cela. Et la manifestation visait toujours à dire il faut qu'on dialogue, il faut qu'on vienne autour de ce dialogue. Alors quand on revient concrètement dans la mise en œuvre de ce chronogramme, on sait qu'il y a un comité de mise en œuvre de ces recommandations qui a été mis en place, qui est dirigé par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Il y a un comité de suivi qui est mis en place, au sein duquel vous avez les représentations de la société civile, en tout cas des organisations qui ont participé aux discussions. Il y a donc ces comités qui ont été mis en place, mais sauf manque d'informations de ma part, n'ont pas encore commencé à travailler. Donc, concrètement, n'ont pas commencé à travailler. Sauf que j'apprends aujourd'hui que du côté du CNT, qu'on se bouge, le travail de la Constitution va commencer par les préliminaires. Il y a le symposium sur la constitutionnalité, ou le symposium sur le constitutionnalisme, je ne sais pas comment ils l'ont nommé, le symposium sur le constitutionnalisme en Guinée, qui va donc démarrer demain. Ça va prendre 2 jours autour de plusieurs panels: droits et libertés fondamentaux, inclusion et personnes marginalisées, ensuite le système électoral et référendum, organisation et équilibre des pouvoirs publics, organisation administrative et système juridictionnel. Donc c'est un symposium qui veut lancer la réflexion sur le travail constitutionnel à venir, puisque juste après ça, on va assister au débat d'orientation constitutionnelle. Je crois, lors du passage de Jean-Paul ici, il avait parlé de ça. Donc, le symposium démarre demain. D'ailleurs, symposium autour duquel, pourquoi pas, nous aurons demain 2 personnalités, Dr Bano qui prendra la parole, et un autre justement avec nous. Donc, il y a plusieurs professionnels de ces questions-là, les spécialistes de ces questions, qui sont invités à prendre la parole, et c'est seulement juste après ça que nous aurons le débat
débat d'orientation constitutionnelle. Et après, on aura peut-être des éléments d'explication clairs sur la façon dont le travail va être conduit. Est-ce qu'on va nous donner d'abord la liste du constituant originel et puis après, l'autre branche, l'autre part du travail va commencer. Ça, c'est du côté du CNT. Maintenant, du côté de l'administration du territoire où le travail essentiel est logé, notamment le travail sur l'élaboration du fichier d'état civil et dans quel fichier on a annoncé la volonté de tirer le fichier électoral. Ce travail, il n'y a pas encore de lisibilité là-dessus. Or, comme je l'avais dit la dernière fois, il a été calqué pour 24 mois. Je ne sais pas si on va faire la compression pour que à la fin de l'année 2024, qu'on n'ait plus à parler de la transition. C'est une question qui reste posée. Et puis le travail, proprement dit, si vous voulez, le travail de terrain, que cela puisse commencer du côté de l'administration du territoire. Donc, il y a à la fois ces sanctions qui sont annoncées et qui disent finalement quoi? Les ministres et d'autres cadres ne doivent plus voyager. Sortir du territoire. Je crois, l'espace CEDEAO. Oui, absolument. Évidemment, vous êtes obligé de dépasser l'espace CEDEAO pour aller ailleurs. Donc, c'est bon, il y a le Mali et puis le Burkina qui peut-être n'appliqueront pas ces mesures. Raison bien simple, parce que nous sommes dans la même situation, mais il y a d'autres pays qui pourraient appliquer cette mesure. Qu'est-ce que cela va représenter comme incidence? L'Afrique suivra-t-elle? Non, l'Afrique suivra. L'Union africaine, et peut-être pourquoi pas l'Union européenne et les autres. L'Union africaine a déjà suivi. L'Union africaine d'abord. L'Union africaine a suivi la CEDEAO après le sommet extraordinaire. Et les Nations Unies, n'oubliez pas, en vertu du principe de subsidiarité, c'est bien ce que je a laissé la main aux ensembles sous-régionaux. Donc c'est bien ce que je dis. Maintenant, on sait que le gouvernement de Conakry a eu à l'époque une réponse, c'est de dire nous ne voyageons pas. Il faut quand même Sauf que je sais qu'il y a un ministre qui est sorti hier. Donc, il y a des ministres qui sortent quand même. D'accord. Donc je sais pas. Ils sont précipités avant ce lundi. Oui, avant ce lundi, mais ça veut dire qu'ils pourront revenir quand même. On va pas. Attention. Ils pourront revenir dans leur pays. Attention. Non, il a dit vous ne sortez pas, mais il n'est pas dit vous ne rentrez pas. Non, interdiction de voyager. Attention. Interdiction de voyager. C'est ce qui est dit. C'est-à-dire que après, si les listes sont envoyées, parce qu'une fois que les pays reçoivent cet ordre-là, les compagnies sont libres de ne pas embarquer quelqu'un qui est justement frappé. Mais attends. Mara, il faut que Charles vienne terminer ce qu'il a commencé. Il ne peut pas rester là-bas. Non, mais il va revenir. Non, il faut qu'il revienne. Il va revenir. On va faire. On va organiser une prière nationale pour permettre justement qu'il revienne. Il va revenir. Les ministres, maintenant, je ne sais pas, ceux qui sont ici, peut-être ne pourraient plus sortir si leur nom figure justement sur la liste. On se retrouve dans une situation où vous avez les anciens ministres qui sont bloqués par les nouveaux ministres et les nouveaux ministres bloqués par la CEDEAO. C'est le bloquement bloqué. Alors, Daouda, il y a quand même cette récrimination contre l'État guinéen. C'est un décret problématique. On en a parlé, si vous vous souvenez, ici même en studio. C'est la question de ce comité de suivi de la transition. La CEDEAO, finalement, nous donne raison sur ce coup-là. Effectivement, parce que la dernière fois, on en a parlé, on s'est interrogé d'ailleurs sur les réelles motivations de cette décision du département même de Mori Kondé, c'est bien le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui semble être partout et pratiquement nulle part. Et aujourd'hui, je crois, en écoutant un peu le communiqué final, en lisant un peu le communiqué final, et il n'y a pas d'élément nouveau. Peut-être l'élément nouveau dans cette situation, dans cette actualité, c'est l'interdiction de voyage. Est-ce que l'interdiction de voyage également est un élément nouveau? J'ai dit non, ce n'est pas un nouvel élément. Ça existait déjà. Mais fondamentalement, quand moi j'ai parcouru, il y a la confiance. Il y a quelque chose, il y a la confiance aujourd'hui que la communauté de la CEDEAO, l'Union africaine, recherche auprès de ceux qui ont aujourd'hui pour charge la gestion de cette transition. Parce qu'il ne s'agit pas d'annoncer les choses. Les 10 étapes dont on parle, la CEDEAO aujourd'hui a besoin d'une certaine garantie, du respect effectivement des 10 étapes. Mais pour la garantie, il faut bien que les étapes soient portées par
des personnalités, des personnages, pas quand même inclusivement le CNRD. Le CNRD, il faut bien que les autres acteurs aient leur mot à dire et que leur mot soit pris en compte par la partie CNRD. Et fondamentalement, quand j'ai parcouru, j'ai analysé le communiqué final et d'ailleurs, voyez un peu l'actualité nationale, le problème, il n'est fondamentalement pas qui doit piloter le comité, qui doit être à la tête, qui ne doit pas y être, mais c'est bien la sécurité et la liberté des acteurs, notamment Sidya Touré, Cellou Dalein Diallo et les cadres du RPG Arc-en-Ciel. Parce que le communiqué, il en a fait mention. Il faut aller aujourd'hui à un dialogue inclusif tout en garantissant la sécurité et la liberté des acteurs. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui réclame une sécurité et la liberté, c'est bien les acteurs... Moi j'ai toujours eu un problème avec cette formule. Est-ce que celui qui fait face à la justice, de facto, n'est pas en sécurité ? Moi, j'ai un problème quand même avec ça. Non, c'est qu'aujourd'hui, c'est cri des cœurs, c'est l'alerte qu'ils font parce que il ne faut pas débarquer aujourd'hui à Conakry et demain matin, c'est la CRIEF qui va se mettre à votre porte pour vous déposer votre convocation. C'est normal parce qu'il y a déjà une action en cours. Et quelle chance alors? Il y a une action en cours. Il y a une action en cours. Et c'est effectivement, c'est le point nodal de cette situation. Dialogue inclusif ou exclusif, sécurité, pas sécurité. Le point nodal, c'est que est-ce que ces acteurs, notamment Cellou Dalein Diallo, une fois à Conakry, aura-t-il la possibilité de sereinement suivre le processus de gestion de cette transition avec le fait de ne pas être inquiété par cette affaire de Air Guinée et d'autres qui pourraient être suscités dans cette situation de transition. C'est peut-être pourquoi on a voulu que les discussions se tiennent dans un pays de la sous-région, sauf que Conakry l'a refusé. La rejeté, oui. Au-delà de Mais il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre parce que après, si vous sortez, il y a beaucoup de choses que vous ne pourrez peut-être pas maîtriser. Mais de l'autre côté, et c'est le constat, je pense qu'on pourrait, n'est-ce pas, faire en sorte qu'il y ait des efforts à l'interne pour avancer. Moi, mon problème n'est pas... on n'a pas réussi à rassembler tout le monde. Même si il faut obtenir quand même l'adhésion de tout le monde, il faut obtenir la participation de tout le monde. Mais mon problème, c'est le respect même des engagements pris par Conakry à l'intérieur du chronogramme accepté avec la CEDEAO. Il se trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas concrètement sur le terrain des actions qui soient menées. Mais Jacques, le pour minimum, de cette minimum, et c'est c'est la question que je posais à Daouda, le minimum, ça aurait été de nous concocter un comité de suivi conforme aux recommandations du dialogue. Voilà, inclusif. Conforme aux recommandations. Non. Il y a eu même une ossature qui a été proposée. Il aurait simplement fallu que l'on prenne un décret qui soit conforme à cela. Mais je pense qu'on a maladroitement causé une nouvelle source de conflit. C'est effectivement à ce niveau. C'est pourquoi j'ai dit d'ailleurs que si la CEDEAO aujourd'hui... Si la CEDEAO aujourd'hui a des inquiétudes, la CEDEAO a des inquiétudes, l'Union africaine également, c'est bien la garantie qu'on peut donner que les démarches seront inclusives et que chacun s'y retrouvera et aura son mot à dire. Mais à l'allure des choses, cela ne semble pas être le cas. Et le CNRD s'engage, pense que en posant des actes, les actes suffisent pour dire que la transition est en bonne marche. Alors que de l'autre côté, il y a des acteurs qui ne se sentent pas concernés parce qu'ils n'ont pas de mot à dire dans la gestion de la transition, alors que la charte, elle a prévu que chacun aura son mot à dire. Et aujourd'hui, aller à toute tête, rien qu'avec le CNRD, les acteurs du CNRD, les ministres qui composent le comité de suivi, ce ne sont que des ministres qui composent ce comité. Je me dis que ça ne peut pas donner assez de garantie à la CEDEAO de nous accepter dans cet élan. Il faut accepter aujourd'hui l'ouverture, que chacun vienne, que les positions soient certes acceptées ou pas acceptées, mais qu'il y ait quand même des propositions et qu'il y ait des analyses autour. Mais le fondamental, c'est bien, est-ce que Cellou Dalein Diallo peut être à Conakry et sereinement suivre le processus ou pas?
C'est la question. Alors, une autre question, merci Daouda, sur cette analyse, c'est Loudalen quand même qui va focaliser toutes les attentions. C'est cette réponse de la CEDEAO, alors que, je parle de réponse parce que, vous vous souvenez, les 3 États ont demandé à réintégrer toutes les instances de l'organisation. Je pense on n'a pas besoin de dessin pour comprendre c'est quoi la réponse de la CEDEAO. Quelle pourrait être la suite, Mara? Mais vous voulez réintégrer? En réalité, vous êtes juste suspendu, vous n'avez pas été expulsé, mais vous voulez réintégrer au même moment les recommandations faites par la communauté, vous les pourfendez. Mais je veux quand même relever quelque chose, c'est que si vous lisez entre les lignes, c'est quand même la Guinée qui est durement sanctionnée. Hein. La Guinée, elle est un peu plus punie, en effet, que ses sœurs. C'est cela en réalité. En même temps, le lobby autour de la Guinée est tout particulier. Le lobby des chefs d'État notamment. Je suis d'accord, mais ce lobby existe depuis le début de ce coup d'État. C'est vrai. Mais il y a une forme d'arrogance qui finit à un moment donné. Je pense qu'ils ont servi le bâton. Justement, à un moment donné, il y a une forme d'arrogance qui finit par lasser tout le monde. Vous ne pouvez pas, par exemple, précipiter, que ce soit à Accra, à Abuja, ou en tout cas dans les capitales africaines, un ministre des Affaires étrangères qui se bat pour ramener le calme à la sérénité, pour qu'il y ait un dégel de la situation. Et juste après, quand c'est obtenu, vous sortez des discours du type on va dissoudre des partis politiques. Mais attendez, la CEDEAO, en réalité, écoutez, après ce discours de Mori Kondé, la dernière fois, il fallait s'y attendre. Je me suis dit, il n'y a plus rien à faire, on va vers des sanctions. Et à mon avis, ce n'est qu'une première étape. On va vers des sanctions. Parce que ce discours, je l'ai trouvé, vous avez dit maladroit, je ne pense pas. Je pense qu'il n'a pas été bien pensé. Il n'a pas été bien réfléchi, ce discours. Les terminologies utilisées, le contexte. Vous ne pouvez pas, à 3 jours d'un rendez-vous si important, mater des manifestations comme vous l'avez fait et derrière ne même pas avoir la décence de vous taire. J'ai eu le ministre. J'ai eu le ministre dans le cadre de la préparation de cette émission. C'est donc 2 choses. Pour le moment, le CNRD, le gouvernement ne réagit pas à ça. Deuxièmement, sur la question de parler de menaces sur les partis politiques, il me disait, écoute, je ne fais qu'appliquer la loi, il y a pas mal de partis qui ne sont pas conformes, dont les actions ne sont pas conformes aux lois qui réglementent leur action en Guinée, et c'est ce que je souhaite prendre. Alors se pose la question de l'opportunité d'une telle sortie. Je vous ai dit, c'est là où je dis que cette sortie n'a pas été réfléchie. Parce que, vous parlez d'opportunité, justement, quand les Malinqués ont l'habitude de dire, on a demandé à la parole, Kokuma Munki Kenya, Kumfonya. D'accord. Munki Keduya, Kumfonya. Kuma fo Yoroye, Afo Wati, Afo Moro Fanaye, Afo la Momei Fanaye. Pour que la parole soit belle. Il faut bien traduire, parce que c'est très beau. Hein, pour que la parole soit belle, il y a une certaine manière. Non, parole, qu'est-ce qui t'a enlaidi? Qu'est-ce qui t'enlaidit? Il dit la manière. Oui. Mais parole, mais qu'est-ce qui te rend si belle? Mais la manière. Oui. Il dit parce que pour parler, il faut savoir où parler, quand parler, comment parler, à qui parler. Et la personne aussi qui parle importe. Et ça, c'est important. Vous ne pouvez pas, de manière si décousue, au lendemain juste de ce qu'on a connu jeudi dernier, tenir un tel discours. Et à quelques jours de ce grand rendez-vous. Je dis, à 48 heures quasiment, à 48 heures de cette rencontre, on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les efforts de Maurice Sanda, noyés? Mais il les a noyés. Il les a totalement noyés. Au même moment, le Premier ministre dans une opération de charme à l'intérieur du pays, le président qui s'adresse aux sages de Kisdougou, et ainsi de suite. Au même moment, les autres cherchent à charmer. Lui, il fait une telle sortie. Pendant que les familles sont endeuillées, les gens pleurent et on n'a même pas... on a parlé de ce bilan ici vendredi. Vous occultez même les morts et tout. À partir du moment où vous occultez des morts, vous ne faites même pas preuve de compassion envers les familles. Quoi qu'on dise, si vous voulez poursuivre tous les organisateurs de comment on appelle ça, de ces manifestations, mais les enfants qui ont péri, ce sont des familles en deuil. Ces enfants ne sont pas sortis pour mourir. Quand c'est le cas, un ministre de l'administration du territoire se doit d'abord d'apporter une certaine compassion, de reconnaître que ceux-là
n'est pas normal, quels que soient les auteurs. À partir du moment où vous ne reconnaissez même pas qu'il y a eu des morts, comment vous pouvez engager des poursuites? Et bizarrement, on n'a pas entendu le procureur général là-dessus, on n'a pas entendu le garde des Sceaux là-dessus, personne n'a parlé de ces cas de mort. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Maintenant, vous partez, vous êtes en face de vous des chefs d'État. Dans certains pays, on connaît des troubles de la même nature, voire plus graves, mais que vous ne pouvez pas tromper. Les gens, en réalité, ce ne sont pas vos arguments qui les ont convaincus. C'est parce que les gens ne veulent pas asseoir, agenouiller votre pays, un pays, une république sœur qui est importante à leurs yeux. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée, n'oubliez pas qu'on est dans un processus d'intégration économique et monétaire, même si on n'en parle pas beaucoup. Et aujourd'hui, vous agenouillez la Guinée de cette façon-là, vous constituez là un point de départ pour quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser, surtout avec la situation au Mali, la situation au Burkina, dans le Sahel, dans le Grand Sahel et tout ça, c'est connu. Alors, mais si vous pensez donc c'est de cette façon que vous devez répondre, à un moment donné, même vos plus fidèles alliés, vous les lassez et finissent par se taire. Un Ouattara, on lui a retiré les moyens de parler pour la Guinée hier, à mon avis. On lui a retiré les moyens de parler pour la Guinée. Est-ce qu'il voulait parler pour la Guinée? Oui, mais attendez. Parce que je parlais tantôt du lobby autour de la Guinée. Mais c'est ce que je dis. Je trouve quand même que la dernière fois, l'instance est particulièrement lourde avec la Guinée. La dernière fois, la Côte d'Ivoire, ça, c'est ce que je pense. La Côte d'Ivoire, la dernière fois, a été pour beaucoup. N'oubliez pas qu'il y avait la situation des militaires maliens. Elle a été pour beaucoup pour demander au chef d'État. Les militaires ivoiriens au Mali. Hein? Les militaires ivoiriens au Mali. Les militaires ivoiriens au Mali. Vous comprenez? Donc, ils ont quand même été pour beaucoup dans cette accalmie, surtout que la Guinée s'était quand même engagée dans une sorte de médiation. Donc, ils l'ont fait. Mais cette fois-ci, n'oubliez pas, qui a présidé d'ailleurs cette histoire-là avec la CEDEAO cette fois-ci? Mais c'est toujours lui. C'est Ambalo qui est toujours. C'est curieux parce que normalement, fin janvier, je pensais que les choses devaient changer normalement. Non, je pense que mais bon, toujours comme lui. c'est une session extraordinaire, peut-être qu'il faut attendre la prochaine session ordinaire pour voir le plus clair. Sinon, si c'était Ambalo ou le Nigérian, je pense que la Guinée aurait déjà fait l'objet de sanctions il y a très longtemps. Mais à un moment donné, mais le problème, il ne peut pas décider seul. C'est avec les pairs. C'est ce que je dis. Après, peut-être qu'on lui donne raison au sein de... Non, mais ils ont fini par donner raison à Ambalo par manque d'humilité. Par manque d'humilité. Ça, c'est un. Deuxièmement, à l'intérieur, tout ce qu'on vous a recommandé de faire, vous ne l'avez pas fait. Le discours est devenu plus martial. Non, mais là aussi, c'est pour terminer là-dessus avant. Oui, maintenant, le ton est devenu plus martial. Le ton peut-être, mais vous êtes parvenu à un accord sur la durée de la transition. Le recensement général de la population, ça a commencé. Il y a d'autres actions certainement qui ont commencé. Moi, je trouve que ce n'est que l'action du lobby contre la transition guinéenne. Quelle est la finalité de tout ça? C'est un retour à l'ordre constitutionnel. Qui dit retour à l'ordre constitutionnel va parler d'élections. Qui parle d'élections va parler des acteurs qui vont concourir aux élections. Or, parmi ces acteurs, tu en as certains qui vivent à l'étranger. Oui. Soit qui se sont je vais reprendre cette expression de Roby. Non, qui se sont auto-exilés ou exilés de force. Mais c'est un fait qui n'ont pas participé pendant longtemps. Plein d'acteurs en Guinée leur ont dit, participez quand même. Vous avez vos lieutenants à Conakry qui participent, vous avez suivi ce qui s'est passé. Au moment où cette possibilité quand même était s'entrevoyait de voir par exemple Fodé Oussou ou du côté du Léfer et Mohamed Tal, ainsi de suite, peut-être aller à cette table, c'est en ce moment que les injonctions sont tombées. Et 9 de ces responsables politiques ont été également placés sous mandat sous un régime restrictif. Contrôle judiciaire. Donc, sous un régime restrictif, donc de contrôle judiciaire. À partir de là, il n'y avait plus de dialogue possible. Et aujourd'hui, malheureusement, ça nous rattrape tous. Moi, je suis quand même inquiet de cette situation. Parce que ces interdictions, j'espère qu'on n'ira pas plus loin. Parce que des sanctions économiques, vous le savez, les nantis ne les payent jamais en réalité. Ce sont les populations. Pour le moment, l'essentiel est préservé. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous ne pouvez pas faire une transition sans tous les acteurs de la transition. Vous ne pouvez pas dire comité de suivi. C'est vous les exécutants et c'est vous qui êtes chargés de vous donner des points, de vous noter. En même temps, Mafoudia, les sanctions ont quand même ce mérite-là, radicaliser les positions. On voit le cas avec la Russie, qui, d'un point de vue économique, s'en est plutôt bien sorti jusque-là. Le seul mérite, finalement, c'est de dire, bon, vous le faites, on va vous montrer qu'on est aussi... je ne fais pas de comparaison. Je suis en train de tirer un enseignement des sanctions
contre les États. Cela est-il à craindre pour la Guinée aujourd'hui? Activé. Des sanctions sont à craindre pour toutes les nations parce que quelle que soit votre force économique, il n'y a que vous appartenez à une nation, il n'y a que vous appartenez à un monde, à une communauté et il va forcément falloir collaborer. Pour un début, ça peut être facile parce qu'au moment où, comme on a vu en Russie, au moment où les autres quittent, ils ont de quoi créer autre chose pour pouvoir faire face à la crise. Mais après, la guerre, il faudra penser à sourire parce qu'évidemment, tout ceci s'effrite avec le temps. Il y a beaucoup de choses qu'on doit pouvoir prendre en compte. On se rappelle du cas du Mali. Je pense qu'au début, les sanctions étaient plus fortes contre le Mali. On craignait même pour la population. Et on est même allé jusqu'à dire à la CEDEAO, mais attention, tout ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, ou tout ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, vous êtes en partie responsable parce que vous avez fermé les yeux sur pas mal de choses. Et lorsqu'il y a une réalité, quand même. Parce qu'on ne va pas forcément sur les changements de constitution parce que les réalités diffèrent. Mais il y a un point commun, c'est-à-dire le laxisme qui existe au niveau des présidents africains, ce laxisme qui fait qu'on se retrouve dans une certaine précarité et qui est propice, par exemple, au Burkina, justement au terrorisme, parce qu'il y a une bonne partie de la nation qui a abandonné. C'est idem au Mali. Et quand on prend la Guinée, on ne parlera pas de terrorisme, mais on a connu un changement de constitution qui a été, si tu veux, tacitement cautionné par les présidents. Ils n'ont rien fait. Donc aujourd'hui, on leur a dit, écoutez, attention, on peut comprendre votre colère, mais dans votre sanction, allez-y doucement. N'oubliez pas que c'est le peuple que vous allez asphyxier. Donc ils ont revu. On se retrouve à un stade où c'est vrai qu'il y a de petits changements, mais apparemment pas de nature à calmer les présidents. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, moi, je pense que le problème de notre pays face à ces sanctions s'articule au niveau de 2 points. Et ça, c'est quelque chose que nous faisons souvent. Vous avez un régime qui est au pouvoir, qui a aujourd'hui, si tu veux, le soutien du peuple par rapport à un certain nombre de choses. On a de l'autre côté la CEDEAO qui s'est vue arracher ce soutien du peuple. Mais attention, la CEDEAO reste la CEDEAO. Quoi qu'on fasse, et on aura besoin de cette institution. Même si cette institution... Surtout de son espace. L'institution, mais surtout de son espace. C'est très important. C'est pourquoi ma préoccupation... Ce que tu dis est tellement important. Si tu as remarqué, l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union africaine, lui militait, il avait remis en cause les sanctions. Mais la CEDEAO est passée outre et l'Union africaine a été obligée de s'aligner. Donc il y a une fracture quelque part. Et pour tout l'espace africain, c'est le meilleur exemple d'intégration aujourd'hui. En fait, c'est comme un pays. Il faut d'abord sortir d'une maison et une autre maison aujourd'hui, c'est la CEDEAO. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par rapport au rapport entre la CEDEAO et le régime guinéen? On se rappelle de cette sortie d'Amara qui avait fait beaucoup de bruit en réponse à Embalo. Aujourd'hui, Embalo est le président de la CEDEAO. Qu'est-ce qui se passe? Embalo a reçu les opposants guinéens qui ne sont pas dans le cadre de dialogue. La question que je me pose, est-ce que le régime guinéen a été reçu par Angola? On me dira peut-être que non. Peut-être qu'on dira qu'on n'en a pas besoin. Mais attention, tu en parlais tout à l'heure, le lobbying. C'est très important. Parfois, vous avez au moins 3 chefs d'État de cette sous-région qui sont super favorables. Et c'est sans le cacher à l'opposition. Et des fois, ce n'est pas parce que seulement les gens ont envie de soutenir ceci, parce qu'ils les soutiennent et ils veulent les voir au pouvoir. Mais c'est parce qu'ils n'ont reçu que cette version. Ils n'ont reçu que cette version. Quand on est président dans nos pays, ou même au niveau du gouvernement, on se dit, écoutez, on a le soutien du peuple, nous savons ce que nous faisons, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Alors que ce que eux, là, ils font dehors, ça a du poids. Parce que ça impacte les gens et ça les pousse à prendre des décisions qui ne sont peut-être pas à l'avantage du pays. C'est pourquoi moi je me dis que... Pourtant Maurice Sanda se bouge. Oui, mais attention, moi je pense qu'il faut... Parce qu'au même moment que Maurice Sanda se bouge, qu'il rencontre des gens... Par exemple, la dernière fois... Il y a peut-être une vérité vers la Guinée-Bissau. Je ne crois pas qu'il y a une diplomatie forte. Je ne sais pas, peut-être souterraine. Parce qu'on a fait du président de l'institution un ennemi. Et ça, c'est une erreur à ne pas c'est plutôt commettre. le président qui s'est donné cette image-là. Il peut le faire. Oui. Embalo s'est donné cette image. Ça, c'est une vérité parce qu'il a pris un camp. Lui, il peut le faire. Il n'a rien à perdre. Mais c'est la Guinée qui a quelque chose à gagner en ayant des gens qui puissent l'écouter. Je suis d'accord. C'est ce que je dis. Donc, ils n'ont qu'à aller vers
Mbalo. Ils n'ont qu'à aller vers tous les présidents s'il faut. Parce que c'est quoi le film? On connaît le film. Lorsque le FNDC, les acteurs de l'opposition se retrouvent dehors, ils sont reçus par les présidents d'institutions. Et ils ont leur, si tu veux, leur document où tout est peint en noir comme quoi le pays va mal. Il y a des morts. On n'a pas ceci, on n'a pas cela. Mais ceux-ci vont voir cela. Quel est le rapport contraire pour dire, écoutez, nous sommes en train de faire ceci. D'ailleurs, les manifestations qui se sont passées, ce n'est pas nous. Voyez le visage des gens qui se retrouvent dans la rue. Ce sont des enfants. Qui les a mis dans la rue? Ça, ce sont des preuves, je veux dire, que l'État guinéen aurait plus intérêt à brandir dans l'humilité, dans l'explication, que de faire dans la va-t-en-guerre. L'arrogance même. Je dirais pas dans l'arrogance. Un État n'a pas besoin d'être humble, il a juste besoin d'être juste. Non, l'humilité, c'est valable partout en Baïa. Bon. Écoute, hein, ça aide partout, l'humilité. Oui, ça, je vois bien. Il faut pouvoir toquer aux portes qu'on t'ouvre et que tu expliques le pourquoi de tes décisions. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Parce que si on commet, je pense que l'erreur a été commise à un moment sous le régime Alpha Condé. On est resté à l'interne, on s'est dit qu'on sait ce qu'on fait et qu'on a affaire au peuple et on n'a pas démarché dehors. Et après, le dehors là, ça a des impacts sur nous. Après, lorsque vous voudrez reprendre la main, ce sera trop tard. Et en même temps, ce qui vient s'adosser à ça et qui est plus important, ce sont les actions. Ce sont les actions. Quand on parle du processus électoral aujourd'hui, nous en parlons dans ce studio. Nous-mêmes qui sommes à l'interne, même s'il y avait des choses qui étaient faites, nous ne sommes pas au courant. On ne dit pas aux Guinéens aujourd'hui quels sont les pas qui sont franchis. C'est vrai. Sur le recensement général, on a dû secouer le cocotier pour obtenir un point de presse. Il y a trop de silence. Il y a trop de silence. Et quand il y a trop de silence, c'est propice au doute. Et quand on doute, finalement, on se retrouve à douter de la moralité, de la crédibilité, de l'objectivité des gens qui ont le pouvoir. Et ça, il faut forcément éviter. Mais malheureusement, ça, si ça arrive, c'est le CNRD qui nous aura mis dans ce pépin. Donc, deux choses. Au même moment, on ne doit pas abandonner le lobbying au niveau des institutions. Au même moment, on doit pouvoir travailler à l'interne pour prouver que les choses avancent. Parce que, encore une fois, il faut sortir de cet entêtement. On a trop souffert de cet entêtement. Des gens qui sont ça et là, qui ont juste envie de prouver qu'ils valent quelque chose, que quand ils disent niet, que tout le monde va sortir. Ça ne nous amènera nulle part. On a besoin aujourd'hui d'un pays uni. On a besoin des fils et filles qui se retrouvent pour réfléchir à comment améliorer les choses dans le pays. Ça fait quand même des années qu'on est dans cette galère permanente parce qu'il ne faut pas perdre de vue. Quand dans le pays, ça travaille, on est occupé à développer. Le temps n'est plus propice justement aux futilités jusqu'à se retrouver dans des manifestations où il y aura des morts d'hommes, où on parlera encore de blessures pour les Guinéens qu'il va falloir guérir à travers la justice, qu'il va falloir indemniser tout ça. Il faut qu'on nous sorte de tout ceci et ça passe par le travail. Et le CNRD a promis de nous sortir de tout ceci. Avec autant d'intérêts divergents et qui ne placent pas forcément la nation au premier plan. On arrive à ça comment? Moi, il y a deux sur choses. Le cadre guinéen. Il y a deux choses. Au centre de toute cette histoire, c'est le CNRD. C'est lui qui a pris le pouvoir et dans la charte, il a dit que c'est l'organe central de décision. Il va donc falloir assumer cette position-là pour pouvoir faire ce qu'un décideur de premier plan peut faire pour sortir les gens de cette situation. C'est-à-dire, le colonel Doumbouya, il est aujourd'hui, quoi qu'on dise, le père de la nation. Pour ce temps qu'il va passer à la tête du pays, il est le premier citoyen. C'est donc à lui de continuer davantage à faire ce qui est possible pour sortir de cette situation. Moi, je ne suis pas dans une logique où il faut continuer à dire yandi yandi à tout le monde. Mais au moins, quand vous prenez des engagements, que vous puissiez, n'est-ce pas, vous les respecter. Vous vous rappelez quand il s'était agi de mettre en place le CNT ici, il a fallu qu'on dise mais il revient au colonel de prendre la décision enfin de nommer, parce que si vous dites je vais d'abord obtenir comment on appelle ça, l'accord de tout le monde, on ne l'aura pas. On ne l'aura pas. Mais le problème, c'est que vous faites venir des gens qui participent à un dialogue, ils font des recommandations et vous ne mettez pas ces recommandations. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de vendre, le RGPH, c'est bien de dire oui, on a commencé. Mais le recensement général de la population et de l'habitat ne compte pas pour le processus électoral. Ce qui compte pour le processus électoral, c'est le recensement administratif. Pour établir le fichier d'état civil. Et ce travail-là, Mori Kondé ne nous dit pas ce qu'il est en train de faire. Nous sommes en fin février. Donc, sur 24 mois, il va nous rester 22.
Il va nous rester 22. Jusqu'aujourd'hui, on ne nous dit pas on est à quel niveau. Or, ce recensement est capital parce que même si le CNT boucle son travail avec l'élaboration de la Constitution, tant que nous n'avons pas le fichier électoral, nous ne pouvons pas adopter cette Constitution. C'est une question centrale. Et voilà, tu me tends si bien la perche, mon cher Jacques. Le directeur général de AIFES est en ligne, c'est Montaga Sylla. Avec lui, nous abordons la mobilisation de l'expertise nationale et internationale autour du symposium constitutionnel que Mohamed Mara a évoqué tout à l'heure. Monsieur Sylla, bonjour. Les grandes gueules. Oui, bonjour, monsieur Samba. Merci de vous prêter à nos questions ce matin, Jacques. Alors, le symposium s'ouvre demain, symposium sur le constitutionnalisme en Guinée avec plusieurs panels. C'est quoi la partition de l'expertise nationale au cours de cette rencontre de 2 jours à Conakry? Si Jacques me permet, parce que ça amène à se questionner. C'est quoi le symposium constitutionnaliste? Oui, merci pour ce temps d'antenne que vous offrez à AIFES. Je suis le directeur pays d'AIFES, comme vous le rappelez. On s'associe à cette activité dans le cadre d'un projet qui est le projet d'appui à la transition et aux réformes électorales qui est bien financé par le SAID. Et la part d'AIFES, c'est d'appuyer en termes de mobilisation de l'expertise nationale et internationale. Mais le symposium en lui-même, c'est un rendez-vous de scientifique avant tout, parce que l'esprit du symposium, c'est un rendez-vous scientifique et idéologique aussi sur une thématique donnée. Donc cette thématique cette fois-ci, c'est le constitutionnalisme. Et nous mobilisons alors tous les scientifiques, des universitaires, des praticiens de droit constitutionnel et de droit en général pour venir débattre pendant 2 jours sur les formes et les chemins que certaines nations ont suivis pour élaborer leur constitution. À la fois la dimension juridique, mais la dimension surtout sociologique, pour prendre en compte certaines aspirations. Et ce qui est bien aussi dans ce travail, c'est que nous allons nous appuyer sur les acquis, notamment sur les assises, sur les recommandations des réformes qui seront présentées et débattues en termes de lien avec les réformes électorales. Donc en gros, c'est ça l'esprit du symposium, qui est à la fois théorique, déontologique, mais aussi qui permettra de prendre en compte les normes et les standards internationaux en matière d'élaboration de constitutions. D'accord. Vous l'avez rappelé que c'est thématique. Et les thèmes, vous avez dû savoir que ça va être une conférence inaugurale. Et aussi les thèmes à la fois sur les droits et libertés fondamentaux, sur l'organisation administrative et judiciaire et les systèmes électoraux. Donc toutes ces parties seront débattues selon les groupes thématiques. D'accord. Alors, directeur, on voit bien un symposium, c'est l'occasion d'une exploration, d'une revue de littérature, si vous voulez, autour du constitutionnalisme. Mais plus concrètement, pour le Guinéen du marché, le Guinéen du quartier, on aboutit à quoi? Ça va servir à quoi dans le processus du retour à l'ordre constitutionnel? Quelle est la substance, les livrables attendus d'une telle activité? Mais la question vraiment est à son sens, à partir du moment qu'on peut se retrouver, débattre sans avoir des livrables, comme vous l'avez si mentionné. Mais la spécificité de cette rencontre, on pourrait s'arrêter juste à la dimension théorique. Mais le deuxième jour, ça va être des panels où nous allons avoir la synthèse de tout ce qui va être partagé par l'expertise nationale en termes de pratique, ce qui a marché, parce que au niveau de chaque thème, c'est structuré de nature à ce qu'on parle des défis, qu'on parle aussi de ce qui peut en sortir de difficultés de mise en œuvre des constitutions passées. Donc tout cela va être synthétisé dans un document d'orientation qui va servir de base de réflexion. On n'a pas la prétention de dire qu'à partir de ce symposium, on aura un chemin tracé, mais ça permettra quand même à orienter le débat au niveau du CNT qui va s'ouvrir dans le mois à venir pour permettre aux membres, aux conseillers d'être renforcés sur la démarche de rédaction. Donc c'est pour aboutir à un document d'orientation qui va servir de base d'échange
pour la rédaction de la future constitution en Guinée. D'accord, donc on est en plein dans les débats, j'ai envie de dire les débats constitutionnels autour de l'élaboration de la constitution guinéenne. Vous êtes représentant d'une institution internationale en Guinée, AIFES, et vous avez certainement suivi cette décision des chefs d'État de la CEDEAO. Plusieurs mesures sont prises contre la Guinée. Il y a en l'occurrence cette interdiction de voyage, en tout cas dans l'espace CEDEAO, pour les ministres et d'autres cadres donc de l'administration. Ça vous inspire quoi? D'où part ce type de mesures d'après vous? Bon, les mesures, je ne les commenterai pas assez parce que c'est à la discrétion des chefs de l'État, mais en tant que parti guinéen, en tant que partenaire qui accompagne le processus électoral, je pense qu'il faudra travailler de telle sorte que nous puissions dérouler. Et c'est ce déroulement que nous avons commencé à faire avec le CNT et l'ensemble de la communauté internationale qui a les amis de la Guinée accompagne ce processus-là pour pouvoir arriver à dérouler et à être dans le délai imparti. Mais... D'accord. Malheureusement, on m'annonce à la régie, on ne pourra pas aller plus loin. C'était donc Montaga Sylla qui est directeur pays de AIFES. Il est donc en collaboration avec le CNT sur le coût de l'organisation du symposium sur le constitutionnalisme en Guinée. Ça ouvre ses portes demain et nous aurons certainement d'autres acteurs, dont professeur Bano, que vous aimez si bien entendre. Restez avec nous, continuez de réagir à cette émission, laissez vos messages sur Twitter ou sur notre plateforme de messagerie GSM. Aïssatou Sané sera avec nous dès l'ouverture et à partir de là, pourquoi pas, on ira vers les avocats. On en apprendra très vite.